Ici, à travers chaque épisode, on vient interroger comment s'aimer, comment on est en lien avec l'autre, comment on se parle, comment on s'écoute, comment on se désire, comment on prend soin de soi et de ses proches. Chaque mois, je vous retrouve pour partager vos histoires, votre expertise, vos expériences, pour se questionner comment on est en relation avec les autres et comment s'aimer. Je suis Jessica, thérapeute et formatrice spécialisée dans les relations, l'attachement et l'intimité, et fondatrice de Confidences, Turbulences et Relations, un podcast fait avec amour et partagé avec amour. Est-il possible d'aimer durablement, de construire une vie de couple en étant avec une personne TDAH ou soi-même en étant neuroatypique? Est-ce compatible avec une vie de famille? Dans cet épisode, je reçois Johanna Marchal, qui est psychomotricienne et professeure de yoga, qui nous parle de son quotidien relationnel. Cette discussion peut peut-être nous inviter à débloquer les idées reçues sur la neuroatypie et le fonctionnement relationnel. Aujourd'hui, Johanna nous partage un peu plus d'elle d'un point de vue personnel. Bonjour Johanna. Bonjour Jessica. Je te remercie pour ta présence aujourd'hui. C'est moi qui te remercie pour cette invitation. Alors aujourd'hui, on va parler des relations et de la neuroatypie. Mais auparavant, je voulais te présenter. Tu es Johanna Marchal, tu as 30 ans, tu es mariée, tu as un enfant. Tu es psychomotricienne depuis 8 ans et tu exerces entre autres dans des institutions qui accueillent des enfants et des jeunes avec des troubles, notamment du spectre autistique, ou alors avec un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Tu pratiques également le yoga depuis 9 ans. C'est ça. Et tu es professeure à ton compte sous le nom de Fiton Zarbia. À l'annonce de ta participation à cet épisode du podcast, tu m'as dit que c'était arrivé à un moment opportun pour toi, parce que tu étais sur des questionnements professionnels et entre des différentes activités et les accompagnements que tu proposes, et ce que tu peux faire aussi auprès des personnes neuroatypiques. Tout à fait. Tu aimes débuter ta journée en faisant des câlins au lit avec ta fille. Ouais. Je trouvais ça trop mignon. Et du haut de tes 30 ans, moi, c'est ce que je ressens. Tu reflètes vraiment une grande sagesse et beaucoup d'humilité. Et je tenais à te le dire. Tu es passionnée de skate aussi, notamment de longboard que tu pratiques entre femmes. C'est ça. Avec ton mari aussi. Et ta fille qui s'y met. Tout à fait. Ton deuxième pays, c'est le Maroc. Ouais. Où tu y as une résidence secondaire, une maison de famille dans le sud. Et 3 valeurs qui te définissent sont la justice, le non-jugement et faire au mieux. Ah oui. Et faire au mieux pour toi, c'est que tu te donnes les moyens de bien faire. Ouais, exactement. Est-ce qu'à ton tour, tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu as envie de nous dévoiler sur toi? Ouais, tu as déjà dit beaucoup de choses dans cette présentation. Donc effectivement, j'ai 30 ans, je suis mariée depuis quelques années déjà. J'ai une petite fille qui a 3 ans et qui, dès le matin au dessous du lit, me donne beaucoup de bonheur, comme tu as pu le dire. Dans ma vie professionnelle, j'oscille un petit peu entre 2 casquettes principales. Effectivement, une première profession qui est celui de psychomotricienne, où j'ai travaillé pendant plusieurs années, soit en associatif, soit dans des institutions, soit en cabinet libéral aussi, que ce soit en France ou au Maroc justement. Et puis une seconde activité professionnelle qui est arrivée un peu plus tard, naissant d'une passion, qui est la pratique du yoga. Et voilà, donc je me suis formée pour pouvoir transmettre à mon tour, directement dans des cours de yoga, mais aussi en utilisant cette médiation dans mon travail en tant que psychomotricienne auprès des jeunes que j'ai pu accompagner. Voilà, et puis voilà. Merci Johanna. Donc aujourd'hui, la thématique du jour, dans cet épisode, on va aborder les relations et tout ce qui est neuroatypie. Et de poser des questionnements sur est-il possible
d'aimer durablement, de construire une vie de couple en étant avec une personne TDAH ou TSA, ou soi-même neuroatypique. Ouais. Est-ce compatible également avec une vie de famille? Et le quotidien se passe-t-il différemment? Voilà, on va essayer d'aborder plusieurs notions, peut-être pour débloquer les idées reçues sur le TDAH et la neuroatypie. Ok. Premièrement, pour déjà revenir sur une information plutôt générale, c'est est-ce que tu peux nous apporter un éclairage sur ce qu'est donc le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble du spectre autistique, et nous indiquer succinctement des définitions peut-être. Ouais, ok. Alors c'est vrai que là tu as dit les appellations en entier et alors TSA c'est peut-être un terme qu'on entend peu ou en tout cas sauf si on est vraiment dans le jargon voilà de la prise en soin des personnes avec ce genre de troubles. Par contre, voilà, tu as parlé du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est ce qu'on appelle le TDA ou TDAH, dont on entend beaucoup parler maintenant, effectivement, parce qu'on a aussi un petit peu plus de moyens pour pouvoir diagnostiquer et accompagner ces personnes-là. Donc c'est un trouble ici qu'on appelle finalement une neurodivergence au même titre que les personnes avec un trouble du spectre autistique. Donc c'est finalement pas une maladie, hein, mais vraiment un fonctionnement cérébral qui est différent. Pour le TDA, c'est vraiment des personnes qui peuvent avoir des difficultés dans la planification, dans la régulation émotionnelle, au niveau comportemental. On va avoir, comme l'indique son nom, des difficultés vraiment attentionnelles qui peuvent être à plusieurs niveaux. De la régulation émotionnelle, de la régulation corporelle, comportementale. Voilà, c'est quand même assez large et il peut y avoir de l'hyperactivité qui elle aussi peut être corporelle, on en parle souvent, mais aussi cognitive. Voilà. Et pour les personnes du trouble du spectre autistique, donc là c'est encore d'autres choses qui sont touchées. On va être plus dans des troubles qui vont altérer la communication, les interactions avec les autres, et puis avec des personnes qui vont souvent avoir un attrait assez prononcé pour certaines choses en particulier. Voilà. Comme des fixations, par exemple. Ouais, par exemple. Et il n'est pas rare que des personnes avec un TDA aient aussi un TSA et vice-versa. D'accord. Voilà. Donc ce qu'on appelle dans notre jargon une comorbidité. C'est ça, ouais. Également. D'accord. Et quand tu parles aussi d'hyperactivité qui peut être physique ou cognitive, moi je pense aussi à tout ce qui est flux de pensée intense, de la fatigue chronique, des troubles du sommeil également. Oui, tout à fait, ouais. Il y a beaucoup de... ça aussi, hein, c'est des comorbidités finalement, et en tout cas toutes les conséquences qui s'y raccordent, effectivement. Ouais. Et au quotidien, pour ces personnes qui sont atteintes de ces troubles, quel est l'impact sur leur vie quotidienne? Il peut y en avoir vraiment beaucoup, que ce soit dans le cercle personnel, vraiment dans la vie du quotidien ou dans la vie pro. Ça va être effectivement des personnes qui vont être fatigables, qui vont avoir peut-être du mal à planifier des rendez-vous, ou en tout cas peut-être à s'en souvenir si ils ne mettent pas forcément des choses en place qui peuvent les aider dans ce sens-là. Des personnes qui peuvent avoir de l'impulsion, de l'impatience. Voilà, ça peut être une difficulté à s'organiser dans son quotidien, à, je sais pas, être tellement éparpillé qu'on puisse oublier d'ouvrir son courrier ou bon voilà, ça peut avoir de multiples facettes, et je pense qu'il y a autant de comment dire, de personnes, autant de facettes différentes et de troubles différents, on va dire, que de personnes qui sont concernées par ça. Oui, tout à fait. C'est important de rappeler que quand même, autant pour le TSA que pour le TDAH, ça fluctue, comme tu dis, selon les personnes, et que l'intensité est différente
Voilà, chaque personnalité aura ou peut avoir un trouble neurodéveloppement, Ouais. différent. Ouais. Et c'est jamais identique. C'est jamais identique, voilà. et même au sein, enfin même pour une même personne, c'est les troubles que la personne peut avoir peuvent être majorés par exemple de la fatigue, du stress, voilà. Donc même pour une même personne, voilà, ces troubles-là peuvent quand même varier. Donc moi, je voulais revenir sur le fait que, donc avec ce genre de troubles, l'impact, comme tu le disais, peut être sur le travail, sur la scolarité et au niveau relationnel, donc dans ses relations sociales, familiales, voire amoureuses. Ouais. Et est-ce que là, par exemple, alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on allait y venir, c'est une thématique aussi qui te touche personnellement. Ouais, exactement. Et qui me touche aussi personnellement, voilà. Donc c'est pour ça que je souhaitais qu'on se rencontre aujourd'hui et qu'on ait ce temps d'échange. Est-ce que toi, tu as là des petits outils, des petits tips au quotidien pour aider ces personnes justement à réguler, à calmer leur agitation, ou dans ton travail aussi, des choses que tu avais pu mettre en place pour calmer cette agitation, que ce soit physique, mentale, l'anxiété qui peut en découler. Ouais. Donc effectivement, moi du coup, c'est quelque chose que je vis au quotidien, puisque mon compagnon, alors il n'est pas officiellement diagnostiqué avec un TDA, mais il en présente tout le tableau clinique. Et bon, quand on a l'habitude de travailler avec ces personnes-là, il y a des choses qui dans le quotidien ne trompent pas. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, au niveau relationnel, il y a des choses qui assez vite peuvent un petit peu prendre de la place, parce que on peut mettre beaucoup de choses au sein de la relation sur le compte de cette personne s'en fiche, cette personne n'est pas intéressée, ou enfin voilà, ou pense à autre chose, ou n'écoute pas ce que je lui raconte. Alors parfois ça peut être vrai, on va pas se le cacher. Mais il y a aussi un fonctionnement cérébral qui fait que si la personne, à l'instant où je lui parle, elle est en train de faire autre chose, ben voilà, si on sait que c'est pas possible pour elle, il faut qu'on, nous aussi, on puisse faire l'effort de se dire bon, là c'est pas le moment, et on diffère. Ce que je pourrais peut-être dire pour justement, alors je sais pas si je vais conseiller vraiment pour les personnes qui ont un TDA, parce que elles connaissent, enfin à l'âge adulte en général on commence à savoir un petit peu comment on fonctionne. Moi ce serait plutôt des choses que je pourrais dire pour les personnes qui vivent avec des personnes qui ont un TDA. C'est d'essayer de se renseigner un maximum sur ce que c'est, sur comment ça peut se manifester, et d'essayer de comprendre et de questionner. Il y a des choses qui peuvent, et là encore c'est inhérent à chaque personne, mais ça peut être de l'ordre de la ritualisation. Parfois le rituel ça peut amener justement à enlever du stress du quotidien, à se dire il faut que je pense à ça, à ci, à ça, et puis alors bien sûr qu'il y en a la moitié qui passe à la trappe, mais si on amène du rituel, il y a des choses qui peuvent se poser. Ça peut être aussi des emplois du temps communs, enfin voilà, des supports en fait de communication qui nous aident à ce que les choses elles soient posées. Voilà, on va dire qu'il y a plein de petits outils comme ça dans le quotidien qui sont possibles à mettre en place, que ce soit voilà, notre conjoint, notre enfant, une sœur, enfin voilà, avec qui on essaye de mettre des choses en place pour faciliter le quotidien. Et après, effectivement, c'est vrai que pour les personnes qui ont un TDA, un TDAH, il va y avoir pas mal de choses à faire. Alors, en pratique dans le quotidien, mais aussi de choses à faire qui passent par le corps. Et moi, c'est vraiment par là que je passe. C'est mon médiateur principal pour pouvoir atténuer ça. Donc là encore, ça va être différent en fonction de chaque personne, mais on peut passer par le souffle, on peut passer par le corps, on peut passer par justement soit de la relaxation, soit des ateliers qui peuvent être un petit peu plus dans la confrontation, mais
quand je veux dire dans la confrontation, c'est pas de la lutte, hein, mais mais voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la relation duel à l'autre, voilà, en passant par le corps et par divers médiateurs. Et moi, il y avait un outil dont on m'avait parlé aussi, qui se pratique beaucoup avec les enfants, issu de la méthode Barclay. Ouais. Donc une méthode éducative pour rappeler qui propose aux parents des outils pour accompagner au mieux leurs enfants. Et dans cette méthode, on m'a parlé du time out. Et je trouve que le time out, donc on conseille quand l'enfant et dans la difficulté de gérer ses émotions, dans l'impulsivité, fait entre guillemets une crise, de le mettre à l'écart. Et je trouve que vivant avec une personne neuroatypique, c'est aussi parfois à nous de se mettre à l'écart, d'accepter que l'autre personne ait besoin de ce temps seul. Et que je trouve que c'est vraiment à mettre en place et avoir une habitude au quotidien, de pouvoir des fois un petit peu s'extirper comme ça du noyau familial et de laisser l'autre seul aussi. Et pas forcément que cette personne se mette à l'écart, parce que déjà cette personne se sent souvent différente. Donc c'est pas forcément à elle, et c'est aussi à nous, aux personnes qui vivent avec, de se mettre aussi en time out. C'est ça. Et puis c'est aussi un moment pour réfléchir à comment est-ce qu'on rebondit à peut-être une situation qui s'est passée, quelque chose qui fait que à ce moment-là on se met en time out, mais et essayer de repenser dans un second temps à ce moment-là, là il y a eu une difficulté pour ma partenaire, et comment est-ce que moi j'arrive à lui en parler dans un second temps sans, parce que c'est pareil, hein, y a des situations qui parfois peuvent nous mettre en colère, ou voilà, et même si on sait, ça n'empêche pas qu'on a nos propres émotions à nous aussi, voilà, et qu'il faut pouvoir les dire, il faut pouvoir en parler, et puis se réajuster par la suite. Donc le time out, c'est aussi c'est aussi quelque chose à mettre en place d'assez intéressant. Et justement, toi, émotionnellement, comment tu vis les choses, donc dans ta relation avec ton mari? Mais tu m'as dit également que tu suspectais que ta fille aussi, parce qu'il faut rappeler que les troubles donc de l'attention peuvent être aussi héréditaires. Très souvent, quand il y a une personne concernée dans une famille, il y a quelqu'un autour, un frère, une sœur, un parent. Donc toi, comment tu le vis au quotidien? Comment tu gères entre les deux? C'est intense. C'est intense, mais on va dire que les premières années ont été intenses, parce que le temps de comprendre le fonctionnement, et un fonctionnement qui change aussi, et de se dire qu'est-ce qu'on peut réussir à mettre en place pour que les choses soient moins intenses de son vécu à lui, et puis dans nos échanges à nous. Ma petite séparée, alors pour l'instant elle est encore trop petite pour pouvoir dire effectivement ce qu'il en est. Néanmoins, quand je la vois, je vois beaucoup de son papa. Et il y a aussi du fait que quand je les regarde tous les deux, moi parfois il y a des situations que j'arrive pas à débunker avec ma fille, et quand son père arrive, il sait. Il sait, ils se comprennent. Donc voilà, on regarde ça un peu d'un œil extérieur. C'est pas toujours simple, mais je pense que la communication, ça reste vraiment un élément clé. Et aussi, donc comme je le disais en tout début tout à l'heure, mon mari, moi, il a pas de diagnostic. Donc moi, ce que j'ai pu lui dire sur son fonctionnement, c'était des choses que personne lui avait dites avant, parce que pour lui, quand il était gamin, c'était un gamin qui était pas scolaire. Il vient d'un pays où si on arrête l'école alors qu'on n'est même pas rentré au collège, c'est ok. En fait, y a d'autres choses à faire. La famille, elle a besoin d'avoir aussi des rentrées d'argent, donc tu peux aller travailler, et c'est pas un souci si tu vas pas à l'école. Donc voilà, en fait, il est sorti quand même assez rapidement du système scolaire pur, mais quand même avec des parents qui l'ont poussé à continuer des formations, mais voilà, plus manuelles, un peu moins scolaires que ce qui était
Jusque-là et lui on lui avait jamais dit et c'est moi qui lui ai dit: «Mais, tu vu que quand il se passe ça, c'est ça. Tu remarqué que si tu fais un truc en même temps et que je te parle, tu l'entends pas ou quand même qu'il se passe, un bruit, tu vas pas l'entendre», voilà, enfin, donc je lui ai parlé un petit peu justement des différents canaux sensoriels et c'est vrai que, bah, par exemple une personne, neurotypique. Là, tu vois, on se parle toutes les deux, mais Oui. si on va entendre du bruit dehors ou s'il y a un truc qui se passe à côté de nous, on va être capable soit de le filtrer parce que on veut le filtrer par rapport à la situation dans laquelle on est, soit d'y prêter une attention. Voilà. Alors que dans son fonctionnement à lui, c'est plus compliqué. Il filtre, Mmh. il filtre beaucoup, beaucoup, alors que ben, pour certaines personnes, ça peut être l'inverse. Ça peut être justement le fait de ne pas avoir de filtre, par exemple, et d'avoir toutes ces infos sensorielles-là qui viennent et qui aussi perturbent ton fonctionnement. Donc j'ai été aussi, moi, la première finalement à lui dire, mais à lui pointer des choses et lui à se dire, ah ouais, c'est vrai, ah ouais, c'est vrai. Mmh. Et du coup, à l'amener lui-même à comprendre comment il fonctionnait et Mmh. pas juste à se dire ouais moi de toute façon je tiens pas en place, j'ai mis l'idée à la seconde, Mmh. voilà, un peu plus élaboré que ça et du coup bah, ça aide finalement au quotidien à comprendre des choses et à mettre d'autres choses en place pour que ça puisse Pour fonctionner. que ça fonctionne. Ouais. Mais comme tu dis, venant d'un autre pays et où il y a une organisation complètement différente, Mhm. il en a pas souffert Ouais, ouais, ouais. trop, entre Non, guillemets. non, Enfin, c'est oui. pas. Non, quand il en parle, juste pour lui, l'école, c'était pas une partie de Oui. plaisir. Mais voilà, il tenait pas en place, les apprentissages c'était compliqué, mais en fait il a eu une porte de sortie, on va Oui. dire, Oui. et après voilà, il a pu continuer sa route avec son fonctionnement dans autre chose et sans que ce soit un problème. Mmh. Euh, Là où aujourd'hui, peut-être nous dans notre société, voilà, on a l'école obligatoire jusqu'à un certain âge, donc c'est un cadre particulier Mmh. avec des conditions particulières et donc c'est vrai que quand tu as ce fonctionnement là et que le cadre il est peut-être un peu trop rigide, en tout cas tu vois Mmh. qu'on t'accompagne pas de la façon dont il faudrait, forcément ça majore certaines choses et bon, voilà. Oui. Mais c'est vrai que nous, ici, dans notre société, du moins en France, euh, le cadre scolaire est fait pour des personnes neurotypiques. Ouais, Et ça, on ne peut pas le nier, enfin, ouais, ouais, non, c'est clairement. clair. Donc, même si aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place, donc avec quand le diagnostic est posé médicalement, une reconnaissance d'un handicap, parce que Ouais, c'est comme ça que c'est reconnu légalement en ouais. France. Mm. Et après, dans les structures scolaires, il y a des accompagnements spécifiques. Ouais. Mais ces accompagnements spécifiques, ils sont faits pour que l'enfant, l'élève neuroatypique, rentre dans le cadre du neurotypique C'est ça. et suive la scolarité du mieux qu'il peut. Ouais, Donc c'est là où exactement. ça devient compliqué. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et pour ta fille, là, donc tu me disais qu'elle était toute jeune, Ouais. mais il y a des petites choses quand même qui te Ouais. mettent la puce à Ouais, l'oreille ouais. parce que oui, aussi jeune que ça. Enfin, moi, je me souviens avec mon fils, il y avait forcément des prémices. Enfin, il y avait Ouais. déjà des choses différentes, mais il s'est fait diagnostiquer. Il avait entre 7 et 8 ans. Ouais, en général, on commence à poser des diagnostics vraiment à partir de 7 ans, Voilà. parce qu'avant, c'est difficile de jauger vraiment les capacités attentionnelles d'un enfant. Moi, par exemple, les choses sur lesquelles je commençais un petit peu à tiquer avec elle, bon, il y a eu d'autres choses avant, mais elle a un monde sensoriel aussi un peu atypique, assez dans l'hypersensibilité. Donc c'est un mot aussi qu'on entend beaucoup aujourd'hui, l'hypersensibilité. On parle beaucoup d'hypersensibilité émotionnelle, mais pas que, hypersensibilité sensorielle. Donc voilà, elle a, par Qui se exemple, tu vois, quand, manifeste. au niveau du toucher, au niveau de l'audition, voilà. Et elle, pour elle, par contre, là où son papa aurait pas mal de filtres, elle, pour le coup, tu te rends compte qu'elle entend tout, et même si elle est très prise dans une action, elle peut entendre quelque chose qui est super, super loin et qui n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer devant elle. Et puis voilà, c'est aussi une enfant qui a 1000 idées à la seconde, une idée, une action. Voilà, ça va très vite. Il faut suivre. Oui, je comprends tout à fait. Donc voilà. Puis aussi cette difficulté vraiment à se poser. Alors, elle est beaucoup dans le corps et du coup, c'est aussi très facile d'entrer par ce biais-là pour réussir à relâcher les choses.
voilà, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agitation. Mmh. Donc on verra ce que ça donne. Mais Oui, voilà. bon après, c'est une enfant. C'est ça, c'est Ça exactement reste ça. des enfants. Peut-être que là, Mm. il y a une différence qui s'opère après avec l'âge et quand Ouais. on grandit sur l'adulte qui est neuroatypique, qui apprend à se connaître, etc. Il y a des choses qui vont se poser. Mais comme tu le disais, ils vivent différemment. Ouais. Et l'hypersensibilité, pas que émotionnelle. Oui, pour donner des exemples, en passant par le corps, par exemple, ça peut être une sensibilité à certains vêtements, à des étiquettes. Voilà, moi j'ai coupé beaucoup d'étiquettes. Ouais. L'hypersensibilité, comme tu disais, auditive, donc de ne pas pouvoir être dans certains lieux communs, donc dans certaines rues où il y a trop de bruit, dans certains espaces clos où il y a beaucoup de monde aussi. Ou alors, finalement, l'enfant, voire après l'adulte, va être OK de vivre ces moments-là, mais ça va être tellement d'hyperstimulation que ça va provoquer une grosse fatigue. Ouais. Exactement. Derrière. Ça peut être de l'hyposensibilité aussi, tu vois. Par exemple, je sais que ma fille, c'est... Alors, hyper et hypo en même temps, parce qu'on a tout ce qui est justement le tactile superficiel, d'accord ? Donc, je t'effleure, je te touche, et le tactile profond, plus ce qui s'approche de la proprioception. Et où là c'est vraiment, tu vois, quand tu vas faire des pressions profondes, vraiment des sensations de mon corps est à cet endroit et je le ressens. Par exemple, ma fille, tu vois, au niveau du tactile superficiel, elle a beaucoup de mal avec l'effleurage, avec le toucher. C'est pas quelque chose qu'elle accepte. Elle a mis beaucoup de temps à accepter qu'on la porte avec un système de portage, tu vois. C'était vraiment le petit bébé qu'on a mis du temps à pouvoir porter. Mais à côté de ça, les pressions profondes, c'est vraiment quelque chose, quand je sens son corps très en tension. Et ça, c'est quelque chose qui est valable aussi avec les adultes. Si vous êtes entouré d'adultes où vous sentez qu'ils sont dans de la tension corporelle qui s'associe souvent aussi à de la tension émotionnelle, mais parfois de venir faire des fortes pressions, ça vient apaiser vraiment le système nerveux et c'est vraiment quelque chose qui vient relâcher et le corps et l'émotionnel. Donc voilà, il y a vraiment l'aspect sensoriel dans la neurodivergence qui est quand même très présent et quelque chose de très important à accompagner. Et donc, moi, j'étais curieuse de savoir quels sont les challenges que tu peux vivre en étant en couple avec une personne TDAH. Est-ce que c'est différent pour toi que de partager de partager sa vie avec une personne neurotypique ? Quelles sont les difficultés que tu rencontres, mais aussi qu'est-ce qui est beau finalement et ce qui est touchant, parce que comme il y a de l'hypersensibilité souvent. C'est ça. C'est vrai que on parle souvent de ce qui est un peu problématique et pourtant il y a quand même beaucoup de beau. Je pense que il y a quand même plusieurs enjeux un peu majeurs dans le quotidien, pour des choses qui reviennent de façon assez récurrente. Il y a l'organisation du quotidien. On donne une info, mais si elle n'est pas écrite noir sur blanc, elle passe à la trappe. Si c'est dit entre deux portes, ça passe à la trappe. Si on n'est pas posé, enfin voilà, s'il y a une autre action qui vient en cours, parfois, on peut pas être sûr que ça a été véritablement... Ça, c'est plutôt une difficulté, mais c'est pas mal quand tu veux qu'il y ait quelque chose qui soit pas trop... voilà. aussi. Tu veux un accord plus ou moins tacite, hop, entre deux portes. Si, je te l'ai dit. Donc, l'organisation du quotidien, c'est parfois un peu challengeant. Mais là aussi, faut trouver les moyens, il faut trouver ce qui fonctionne. Après, je pense que dans pas de l'organisation, mais dans le quotidien, il y a aussi la régulation émotionnelle. Parce que, comme on parlait d'hypersensibilité, il y a aussi des émotions qui peuvent être vécues de façon assez importante, que ce soit des émotions négatives ou des émotions positives. Et ça peut prendre beaucoup de place avec les conséquences qu'il y a avec, en termes soit de stress ou d'excitation très positive, mais aussi de colère. Donc, il faut pouvoir aussi accompagner ça et
c'est pas toujours simple parce que on a chacun une façon, enfin notre façon d'exprimer nos émotions. Il y a des personnes pour qui c'est verbal, pour qui c'est corporel, pour qui voilà. Donc c'est bien de pouvoir comprendre les signaux de l'autre. Bien sûr. Si on a une personne qui s'exprime peu, enfin qui laisse peu avoir, mais qui pour autant vit quand même les choses très fortement. C'est bien de pouvoir les identifier et pouvoir essayer de poser des mots avec la personne. Donc tu dirais que ça peut y avoir des variations comme des up and down comme ça, j'allais dire du jour au lendemain, voire d'heure en heure, selon l'émotion, comment elle est vécue, l'intensité. Ouais. D'accord. Donc le quotidien, l'émotionnel, c'est des choses qui reviennent beaucoup. Et après, je pense que il y a quelque chose qui est hyper important quand tu partages ton quotidien avec une personne qui a un TDA, c'est d'être un maximum dans des choses implicites. Tu vois, de pas trop aller dans... Alors, moi, je sais que... non, d'aller dans l'explicite, justement, et pas trop dans de l'implicite. Parce qu'il y a besoin de clarté, il y a besoin, tu vois. Parce que sinon, ça peut amener aussi à de la rumination, à penser à d'autres choses, à ouvrir 50 chantiers en même temps dans une pensée un peu en arborescence et de se dire, mais qu'est-ce qu'on a voulu me dire enfin, voilà. Alors que si on va droit au but avec une personne et qu'on lui dit... bon. Et ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Ouais. Parce que finalement, ça oblige l'autre dans la relation à dire les choses. Ouais, à être dans le vrai. Dans le vrai. Et tout de suite de poser et d'être vraiment, d'accentuer sur cette communication en se disant je ne vais pas tourner autour du pot parce que dans notre communication, il y a toujours des moments, enfin, je parlais de manipulation, il y a des personnes qui vont se dire oh là là, non, on n'est pas un manipulateur, mais en fait on le fait plus ou moins tous des fois parce que selon comment on est dans notre émotion, on peut des fois un peu manipuler l'autre pour obtenir ce qu'on veut. Voilà, et ça c'est gentillet. Voilà, on désire quelque chose, on va être un petit peu manipulateur. On est comme ça même dans la séduction à l'autre, en fait. Mais là, ça oblige finalement à être clair, à poser les choses, voilà, et à être dans une communication plus directe. Donc, c'est un bon exercice aussi, finalement, pour toi. C'est ça. Effectivement. Et puis après, effectivement, il y a tout le beau. Il y a tout le beau parce que... moi, par exemple, concrètement, mon conjoint, il a aussi peu de filtres dans sa façon de s'exprimer. Et c'est aussi d'autant plus beau qui vient d'une culture aussi où on dit les choses hyper franchement. Et donc du coup, dès qu'il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Ça vient dans les mots, ça vient dans les gestes aussi. Les émotions positives, elles sont hyper contagieuses. Et ouais, non, il y a vraiment beaucoup de beau, et c'est aussi le fait d'avoir une personne comme ça en face de soi qui peut avoir aussi une pensée un peu en arborescence. C'est d'avoir une personne qui finalement te montre que tout est possible et que si tu n'empruntes pas ce chemin-là, il t'en reste encore 1000 autres. Tu vois ? Enfin, en tout cas, voilà, moi, c'est ce que je vis grâce à mon compagnon, et je crois que ça m'a appris beaucoup, et ça me permet de vivre aussi toutes les belles choses que je vis aujourd'hui, parce que dans beaucoup d'étapes qui ont été malheureusement un peu négatives, il m'a fait comprendre, lui, grâce à sa pensée un peu multiple, que j'étais pas dans une impasse et qu'il y avait d'autres chemins. C'est chouette. Oui, c'est beau. Alors, tu disais tout à l'heure, entre ton conjoint et donc ta fille, là, je dirais, là, à 3, y a un équilibre qui est trouvé aujourd'hui, ou il y a encore des choses, tu penses, à mettre en place? Après, c'est une enfant, ça évolue tout le temps. Voilà. Ça demande de l'adaptabilité à chaque âge. C'est ça. Mais là, aujourd'hui... non, je dirais que là, on commence à trouver un équilibre, parce que justement, là où mon conjoint comprend ma fille depuis quasiment toujours, moi j'ai eu un petit peu plus de difficultés, et on a passé des phases
ce qu'on appelle les fameux terrible two, mais qu'on peut coller à tous les âges, je pense. Mais bon. Et on a eu une période très très compliquée et pour moi c'était vraiment compliqué de comprendre le fonctionnement de ma fille et c'était hyper culpabilisant aussi de me dire attends, je suis sa mère mais en fait j'arrive pas à l'accompagner quoi. Même en me mettant ma petite casquette de professionnelle, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et puis cette période est passée. On a eu la chance de partir un mois en vacances sur les routes justement pour descendre au Maroc tous les trois en camion. Donc dans un quotidien qui permet beaucoup de rapprochement et de simplifier aussi les choses. Et ça nous a ramené là un espèce d'équilibre et puis en fait de comprendre que vraiment la simplicité dans le fonctionnement c'était ce qui marchait de mieux finalement pour nous trois. Et même dans la compréhension, parfois de me dire alors est-ce que machin, comment, enfin finalement de peut-être trop penser avec mon regard de professionnel. Et parfois juste de revenir à ok, je suis maman, mais peut-être on peut revenir aussi au corps, à juste ce qui est palpable et comment faire descendre les choses et voilà. Et donc non, là je pense que là depuis 2-3 mois, alors, je vais pas crier victoire, mais on est dans un beau petit équilibre et voilà. Après je pense que c'est comme tout, c'est pas linéaire et que il faut toujours se réadapter. Mais ouais, là je crois qu'on est on est dans un équilibre en tout cas en ce moment. Qui est appréciable. Voilà. Ouais. Et là, tu me fais penser à ce que j'évoque souvent, et moi aussi en tant que mère, avec un enfant neuroatypique, c'est le lâcher prise. Mais le vrai, vraiment. Et là, tu me dis que vous êtes partis un mois hors du cadre et dans cette simplicité. Et finalement, il y a eu beaucoup de lâcher prise. Et c'est ce qui prime aujourd'hui dans votre équilibre. Et c'est ce vrai lâcher prise. Parce que vraiment, quand on vit avec des personnes neuroatypiques, je pense qu'on sait. Je vois ton regard. On sait ce que c'est le lâcher prise. Je te remercie, Johanna. Écoute, c'est moi qui te remercie. C'était très intéressant comme échange. Merci à toi pour tous ces partages. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt, Jessica. Si l'écoute de cet épisode vous a éclairé sur les relations humaines, vous a donné des clés de compréhension sur vous-même, sur votre vie ou celle de vos proches, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à liker, à commenter, à partager. C'est vraiment très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure passionnante seulement si je sais que ça vous apporte autant à vous qu'à moi. Vous pouvez retrouver Confidence, Turbulence et Relations sur YouTube, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt pour de nouvelles confidences ou une prochaine consultation.